Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons donc notre programme de conférence sur le rebond commercial. Nous allons traiter donc maintenant le thème des marchés publics et des appels d'offres pour à la fois ceux qui sont déjà sur ces marchés-là et sur ces appels d'offres pour voir comment optimiser cette démarche et également des entreprises qui n'y sont pas et qui s'intéressent à cette démarche spécifique des marchés publics. Avec nous aujourd'hui, nous avons deux spécialistes qui vont déjà se présenter, deux spécialistes avec nous pour vous aider concrètement à aborder cette démarche des marchés publics. Honneur aux femmes, Florence. Florence Bonjour. Revol. Bonjour, moi je suis ravie d'être là. Donc je suis Florence Revol, j'ai créé Appel d'offres Conseil. J'évolue dans le marché public depuis plus de 15 ans. Je conseille, j'accompagne et je forme les entreprises qui souhaitent profiter de cette manne que sont les marchés publics. C'est une vraie opportunité de chiffre d'affaires. J'ai une approche très commerciale du marché, au même titre qu'un contrat privé. Et je propose un taux de transformation qui est bien au-dessus de la moyenne grâce à cette approche commerciale. Alors on va le détailler, Florence. Voilà, déjà des promesses commerciales. Christophe, Rosin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci également à Dimo pour nous accueillir également pour cette journée. Donc Christophe Rosin, moi je suis directeur marketing et partenariat de la société Spigao, donc une solution du groupe Intesia. On va venir un peu en complément justement de Florence, venir mettre à disposition des données d'appel d'offres justement pour les entreprises afin de maximiser leur business. Merci. Alors, on va donc tout de suite effectivement rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, répondre à un certain nombre de questions, notamment évidemment pourquoi s'intéresser aux appels d'offres au marché public. Quelles sont bien sûr les questions qu'on peut se poser? Est-ce que ce sont des réalités ou parfois il y en a beaucoup, on a des a priori, de plus en plus d'a priori, enfin on a des a priori par rapport au marché public. Donc on va essayer de creuser un petit peu tout ça pour déterminer évidemment les clés de la réussite sur ces marchés publics. Il y a donc des clés, il y a des en rugby que j'adore, on parle des fondamentaux. Eh bien, il y a les fondamentaux du succès des marchés publics. On va bien sûr y répondre, vous apporter un maximum d'éléments très concrets, et puis bien sûr, on sera là aussi pour répondre à vos questions en fin d'intervention. Alors, on y va. Première évidemment question importante. Je me tourne peut-être vers Christophe. Pourquoi s'intéresser au marché public? C'est vrai que c'est une question que peuvent se poser aujourd'hui des entreprises en se disant voilà, je suis sur des clients privés, je n'ai peut-être pas forcément besoin de m'orienter vers ce type de business. Il faut savoir quand même que ça représente un peu plus de 200 milliards aujourd'hui d'achats qui sont effectués sur l'ensemble des secteurs d'activité et dans des périodes comme celles que l'on a vécues et que l'on vit encore malheureusement un petit peu en ce moment. C'est peut-être également l'occasion de diversifier justement son chiffre d'affaires de façon à trouver peut-être d'autres types de clientèle, une clientèle publique, qui également un élément quand même assez important, je dirais, et que recherchent aujourd'hui les entreprises dans le cas actuel, c'est garantie de paiement, puisque en ce moment, ça fait partie des sujets d'actualité également là-dessus. Ok. Un petit mot sur les tendances. Les tendances, alors, c'est vrai qu'on peut, je dirais, dire d'une manière générale, c'est des appels d'offres qui sont tout le temps réservés à des grosses entreprises. Moi, en tant que peut-être petite TPE, PME ou sur un certain secteur d'activité, je ne vais pas y aller. Il faut savoir qu'il y a une vraie tendance justement de façon à aider justement les entreprises, à les amener, leur mettre à disposition de plus en plus d'éléments et être en faveur de ces TPE, PME, de façon à ce qu'elles puissent faciliter justement cet accès au marché public. Si on prend l'exemple, dans l'exemple du BTP, il y a de plus en plus d'allotissements qui sont effectués de façon à ce que une entreprise de peinture qui, au départ, ne pouvait pas soumettre un appel d'offres parce que c'était l'entreprise de construction générale qui
prenez l'appel d'offres. Là, de plus en plus, on voit des lots peintures arriver, donc beaucoup plus d'allotissement. Et ça, sur l'ensemble des secteurs d'activité, de façon à ce que les entreprises avec un vrai savoir-faire puissent mettre en avant et en évidence leur expertise, leur savoir-faire et même maintenant leurs innovations. Donc 52%, on le dit, des contrats aujourd'hui passés au niveau de ces appels d'offres le sont pour des TPE, PME. Il y a évidemment les seuils qui ont beaucoup évolué depuis, j'ai l'impression, tous les ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans, ces seuils augmentent. Il y a quand même un seuil du gré à gré, qui donc ne passe pas par une procédure formalisée, qui est passé de 20 à 40 000 euros. Qui est passé de 20 à 40 000 euros. Et même justement sur certains secteurs d'activité, on l'évoquait avec Florence encore tout à l'heure justement, qui est passé à 70 000 euros pour le BTP, dans le cas Covid justement, jusqu'à juillet 2021, et qui sera peut-être prolongé de façon à faciliter et accélérer ces prises de commandes publiques là-dessus. Ok, donc effectivement des aides et une simplification d'accès à ces marchés pour notamment les TPE, PME, PMI. Alors, le plan de relance, évidemment, vous en avez tous entendu parler. Que dit le plan de relance par rapport à ces appels d'offres et à ces marchés publics ? Déjà, comme tout le monde a pu un peu le voir, voilà, il y a une centaine de milliards qui sont annoncés. Si on prend ne serait-ce que sur certaines typologies de marchés, notamment sur les marchés publics et notamment le BTP, il y a un peu plus de 30 milliards, je crois, qui est réservé à la transition écologique, donc qui va amener justement forcément des grands travaux et je pense amener aussi les grosses entreprises à se positionner sur les gros marchés et relancer un petit peu cette économie là-dessus. Des notions peut-être de privilégier l'achat local, l'achat français. On entendait Bruno Le Maire justement évoquer ce sujet oralement. Peut-être qu'un jour on mettra en œuvre des choses de façon à faciliter les entreprises parce que quand on est une entreprise lyonnaise et qu'on participe en développement avec des salariés, peut-être qu'une légère mise en évidence de cette préférence régionale pourrait faire partie des choses à venir également. Ok. Alors, on poursuit et je vais me tourner vers Florence. Alors, il y a évidemment par rapport à ces appels d'offres un certain nombre de questions qui se posent, voire d'a priori. Alors, Florence, qui connaît bien ce sujet, qu'est-ce qu'on entend spontanément quand on parle de marché public ? Alors, lorsqu'on n'a jamais répondu, généralement, j'entends dire, de toute façon, c'est pour les grandes entreprises. Ça ne me concerne pas. Ou le fournisseur est déjà sélectionné, donc ça ne sert à rien de se positionner. Moi, je n'y comprends rien. C'est trop chronophage et je n'ai certainement pas la ressource en interne. Donc ça, c'est vraiment la première peur des entreprises. C'est-à-dire qu'elles pensent que ça ne s'adresse pas à elles. Or, tout artisan, tout consultant seul, toute petite entreprise, PME, PMI, peut se positionner sur les marchés publics, justement comme le disait Christophe, depuis le Code des marchés publics 2019. Il y a énormément d'allotissements qui sont faits, donc on facilite l'accès aux petites entreprises et moyennes entreprises. Alors, les a priori sont faux. Les sociétés ne sont pas sélectionnées avant que l'appel d'offres passe. Voilà, je vous rassure, moi j'évolue dans ce milieu depuis si longtemps, je connais bien les rouages et je peux vous assurer que tout le monde a ses chances de répondre. Ensuite, ceux qui répondent et n'ont pas les marchés. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas leur marché. Ils me disent, mais généralement, celui qui a été sélectionné est moins cher que moi ou je n'ai pas eu une très bonne note technique. Il y a très peu de compréhension de l'échec. C'est-à-dire que les entreprises ne se posent pas les questions nécessaires à évoluer et améliorer leurs réponses. Il y a un taux de transformation national qui est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que pour avoir un marché, il faut répondre à 20 marchés.
Donc c'est quand même beaucoup de travail. C'est ce que je vous disais. Il y a une approche différente du marché public qui peut permettre un taux de réussite beaucoup plus élevé. Donc je le répète, tout le monde a accès au marché public et quand on a un taux de transformation qui n'est pas assez important, on peut vraiment le faire évoluer et améliorer son efficience. Ok, alors on va évidemment vous détailler ce qu'il faut faire pour effectivement améliorer cette efficacité sur les marchés publics. Alors, on va rentrer donc dans les clés de la réussite. Avant cela, peut-être Florence, un commentaire sur le process que l'on peut mettre en place dans les entreprises autour des appels d'offres. Voilà. Le process gagnant, je pense que c'est ce que je disais en introduction. Le marché public, c'est un contrat au même titre que le contrat privé. C'est avant tout une relation commerciale. Il ne suffit pas d'attendre que l'appel d'offres sorte sur la plateforme pour se positionner. Ce qui est très important, c'est d'avoir une action en amont de prescription, pour faire connaître son entreprise, pour valoriser sa compétence. Ensuite, cela permet aussi de sélectionner les appels d'offres sur lesquels on va se positionner. Cela ne sert à rien de répondre à tous les appels d'offres qui sortent. Il faut être sélectif. Donc là, Christophe nous aide aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait connaître son entreprise, sa valeur ajoutée, son innovation, il faut répondre et là, il faut constituer un dossier optimum qui soit gagnant, c'est-à-dire, surtout maintenant, les critères de pondération ont beaucoup évolué. Auparavant, vous aviez 70% de critères de sélection sur le prix. Maintenant, le prix est souvent moins important que les critères de sélection sur le mémoire technique, donc la qualité technique de votre offre. Donc, il faut rédiger un dossier d'offres qui soit efficace et qui vous permette de gagner. Ensuite, une fois qu'on a répondu, tout n'est pas terminé, bien au contraire. Alors, soit vous êtes sélectionné, et là, il faut déployer correctement le contrat pour que, au moment de son renouvellement, vous soyez à nouveau sélectionné. Mais surtout, si vous ne l'avez pas, il faut comprendre pourquoi vous ne l'avez pas eu et mettre en place des actions correctives pour que, lorsque vous avez un autre marché sur lequel vous positionnez ou le renouvellement de celui-ci, eh bien à ce moment-là, vous ayez fait les corrections nécessaires pour l'obtenir. Donc c'est vraiment un process gagnant, c'est-à-dire qu'il y a le positionnement en amont, la réponse et le après. Voilà pour en tout cas le process à mettre en place, un process complet, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui intègre évidemment les démarches commerciales amont, voire la prescription pour certains domaines, je pense notamment aux industriels du bâtiment, qui ont besoin évidemment d'être en amont des affaires. On va détailler maintenant les 12 bonnes pratiques. Alors on va rentrer un petit peu dans les détails. Florence, tu es rentrée peut-être, tu as commencé à en parler. On va rentrer dans le détail. Vous l'avez à l'écran. Bien sûr, identifier votre potentiel business et les acteurs. On va voir comment. Prescrire vos produits et vos services. Donc cette fameuse démarche amont. Anticiper les marchés à venir. On va voir comment, évidemment, pas simplement être réactif, mais anticiper, c'est évidemment beaucoup mieux. Disposer d'une solution d'appel d'offres, c'est évidemment mieux. On va voir quels sont les avantages, quelles sont les solutions. Intégrer les marchés donc, dans les outils existants. Or, certains ont des CRM ou des ERP. Voir comment intégrer évidemment cette veille dans ces outils. Préparer, et Florence en parlait, préparer un dossier type pour gagner. Bien sûr, savoir, là, au moment de l'analyse de l'appel d'offres, décrypter le fameux DCE, le dossier de consultation des entreprises. Adapter, valoriser donc, et mettre en forme le mémoire technique, à la fois sur le fond et la forme, on va le voir. Peser dans la décision et voir comment on peut peser. Analyser vos performances, établir bien sûr des ratios d'efficacité par rapport à ces réponses. En moyenne, j'ai entendu, tu l'as peut-être pas dit Florence, spontanément, les gens qui n'ont pas de démarche commerciale en amont, au mieux, j'entends qu'ils ont souvent un taux de succès autour de 1 sur 10. C'est-à-dire que je réponds à 10 appels d'offres et j'en gagne 1. Si je n'ai pas de démarche en amont et si je ne fais que répondre à l'appel d'offres, au mieux, alors ça pose question, mais au mieux, je n'ai qu'une chance sur 10.
Donc on verra comment améliorer, vous avez entendu la promesse de Florence, améliorer évidemment la performance, gérer l'après-consultation, on va rentrer dans le détail, Florence en parlait, et puis bien sûr, faire monter en compétence les équipes, c'est évidemment important. Allez, on détaille, identifier le potentiel business et les acteurs. Christophe ? Oui, donc identifier le potentiel business, c'est dans un premier temps de regarder, de prendre connaissance en se disant, on évoquait justement le sujet tout à l'heure, voilà, est-ce que les appels d'offres sont faits pour moi ou pas? C'est d'avoir une vision à partir de là et d'établir dans un premier temps en disant, est-ce que justement ce marché public, justement, il y a une réelle opportunité business pour moi? Être capable, à partir des données maintenant qui sont disponibles et que l'on peut agréger, de pouvoir justement faire une analyse. Est-ce que mes concurrents sont présents sur ces typologies de marché? Ou ça? De façon à ce que, à partir de là, on puisse définir justement une vraie stratégie derrière et ne pas répondre aux appels d'offres, comme tu le disais tout à l'heure, en disant on en a pour 10%, on obtient 10%, mais d'avoir une réelle stratégie en disant j'identifie mon potentiel business, j'identifie les acteurs en place, voire même les donneurs d'ordre qui prescrivent justement tel ou tel produit, de façon à pouvoir avoir une vraie stratégie appel d'offres à mettre en place. Ok, pour cette partie surveillance de marché, alors, on illustre la partie agir en amont et se différencier. Alors ça, c'est assez peu... Moi, je pense qu'il y a un certain peu d'entreprises qui ont intégré, alors il faut un petit peu l'expliquer. Beaucoup d'entreprises simplement répondre aux appels d'offres et n'ont pas compris ou n'ont pas le temps ou ne savent pas faire ce fameux travail en amont. Oui. Alors détaillez, M. Christophe. Ce travail en amont, si on prenons l'exemple d'une entreprise aujourd'hui qui fait du parlait de entreprise type industrielle, je sais pas. Je suis une entreprise industrielle de peinture. Ouais, du matériel de peinture ou de bornes escamotables, de choses comme ça, avec des produits très spécifiques. Aujourd'hui, on est capable justement d'identifier justement les produits qui sont justement conseillés à l'intérieur des CTP et tout ça, afin de voir justement est-ce que moi, en tant qu'entreprise, si je suis allé prescrire justement des produits dans le cadre, parce que les architectes, les maîtres d'œuvre, n'ont pas, on va dire, le savoir universel et se tournent vers des entreprises qui, justement, vont pouvoir mettre en avant leur savoir-faire innovant et leurs dernières innovations de façon à pouvoir les intégrer potentiellement à l'intérieur du marché, en prescrivant, bien sûr, des références équivalentes et pas forcément uniquement le produit spécifique. Mais ce travail en amont, aujourd'hui, oui, il est important parce que ça permet vraiment de mettre le savoir-faire en place de chacune des entreprises, et on est capable aujourd'hui vraiment de l'identifier. Et toute entreprise qui aura prescrit sa marque ou son produit à l'intérieur d'un cahier des charges, on est capable de sortir un résultat de prescription par rapport à ça et de définir les actions en conséquence. Ça peut être dire, tiens, sur telle région, j'ai mon concurrent qui apparemment a bien prescrit des produits. À ce moment-là, je vais justement travailler ou féliciter son commercial parce qu'il a apparemment bien travaillé sur la région en question. Donc, travail en amont essentiel pour avoir effectivement des résultats auprès de maîtres d'œuvre, on l'a parlé, d'architectes, bureaux d'études. Ne pas oublier quand même aussi un acteur important qui est donc le maître d'ouvrage. C'est quand même celui qui va payer, qui paye. Tout à fait. Et qui est à l'origine du projet, que l'on peut aussi visiter, sensibiliser, quand on est notamment en industriel. Exactement. On a une valeur ajoutée technique. Tu interviens quand tu veux, hein, Florence. Oui, je voulais simplement rassurer les entreprises. Dans le Code du marché public 2019, il est stipulé que toute entreprise qui en fait la demande peut être reçue par un acheteur public. Ce que j'entends souvent dire, mais on ne peut pas les rencontrer. C'est complètement faux. On peut les rencontrer. Il suffit de prendre rendez-vous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la même chose que dans le privé. On appelle la collectivité que l'on a ciblée et on demande à être mis en contact avec ou le service marché public ou l'acheteur du domaine d'activité dans lequel on évolue.
contre, c'est peut-être un petit peu compliqué une fois que l'appel d'offres est lancé, Ah, de on ne peut pas. venir. Non. Non. D'accord. On est obligé de le Précise. faire en amont. Tout à C'est fait, pour ça tout à fait en amont. qu'on explique que c'est en amont En de l'appel amont, d'offres. exactement. Une fois que l'appel d'offres a été publié, il est interdit de rencontrer les acheteurs. Et on ne les rencontre plus. D'où l'importance de savoir quand l'appel d'offres sort, justement pour se positionner 6 mois à 1 an avant l'apparition du marché. Alors, autre démarche aussi intéressante qui peut se faire 6 mois, 1 an, c'est effectivement aller là aussi visiter les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, sur des marchés dont on connaît l'échéance, je pense des Exactement. marchés pluriannuels, qui sont en train d'arriver à échéance, et 6 mois, 1 an avant, évidemment, alors 1 an dans certains métiers, c'est même plus judicieux, c'est le bon moment pour retourner faire une démarche commerciale. Refaire une démarche commerciale ou en tout cas également en interne, ne serait-ce que pas subir justement l'appel d'offres en se disant bah, tiens, le marché est renouvelé, mais avoir une vraie action justement commerciale en disant tiens, qu'est-ce qu'on, même en un état de fait, faire un bilan, tiens, est-ce qu'on a gagné, comment on l'a fait, comment on a travaillé sur cet ancien appel d'offres de façon à pouvoir définir un vrai plan d'action interne au niveau de l'entreprise sur ces marchés pluriannuels qui arrivent et une vraie stratégie derrière par rapport à ça. Ça permet, puisqu'on n'a pas le marché aussi, de regarder le prestataire en place, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu créer une satisfaction totale, c'est souvent pas le cas hélas, mais donc, partielle, et d'identifier des failles, des dysfonctionnements sur lesquels on va pouvoir évidemment capitaliser. Tout à fait. Ok pour ces marchés pluriannuels, avec un travail là aussi en amont. On poursuit. Alors là, c'est Christophe, non? J'imagine. Oui, disposer d'une solution d'appel d'offres. Après, bien sûr qu'en tant que Spigao, on a une solution d'appel d'offres, mais d'une manière générale, aujourd'hui, je pense que en tant qu'entreprise, et si on est sensibilisé aux appels d'offres, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir une solution d'appel d'offres. Aujourd'hui, les entreprises doivent consacrer du temps justement à l'efficacité commerciale, que ce soit justement sur cette partie prospection, que ce soit les sujets évoqués avec Florence sur le mémoire justificatif. Donc il y a un vrai travail de façon à mettre ses forces vives de l'entreprise sur ces sujets-là et non plus sur de ressaisir de l'information, aller chercher l'information. Donc je dirais cette philosophie d'avoir une solution d'appel d'offres me paraît, oui, maintenant évident si on veut entamer une démarche. Alors Christophe, tu parles effectivement d'une solution d'appel d'offres. C'est une solution qui permet de détecter, donc une solution de ce qu'on appelle la veille commerciale. Il y a un certain nombre d'acteurs, mais il n'y a pas non plus énormément de gens sérieux sur le sujet. Détecter, bien sûr chiffrer, aide au chiffrage pour que ça soit le moins chronophage possible, et bien sûr aussi l'assistance à la réponse. Exactement. Exactement. L'objectif, c'est de se poser la question en disant à quel moment et à quelle étape, justement, je ressaisis de l'information. Donc oui, je vais ressaisir de l'information ou passer du temps à détecter sur les différentes plateformes. Je vais également passer du temps à ressaisir justement mes devis dans mon logiciel de chiffrage ou sous Excel, à répondre à l'appel d'offres. Donc ce sont... Je dirais, ce sont des points qu'il faut intégrer lorsque l'on a une démarche d'appel d'offres. Et il y a des solutions aujourd'hui, comme Spigao, qui permettent justement de limiter ça et d'avoir une vraie efficience, je dirais, dans le cadre de la réponse aux appels d'offres. Oui, parce que, évidemment, pour détecter des appels d'offres, selon certains métiers, si on veut avoir une vision un petit peu large et élargie, on est obligé de s'abonner, parce que sinon c'est mission impossible. Si on doit surveiller l'ensemble des journaux d'annonces légales, de mémoire, il me semble qu'il y en a 600 en France. Donc surveiller 600 journaux, c'est surtout compliqué. Surtout les plateformes Internet. Et le fait qu'on soit passé à la plateforme Internet, il y a 36 000 communes et PCI. Je veux dire, maintenant, c'est un travail assez colossal. Donc oui, maintenant qu'il y a des acteurs en place pour pouvoir vous aider, vous assister. C'est important justement de disposer et de mettre ça en place. Okay. Alors, on poursuit là aussi sur les outils métiers et le lien, parce que c'est évidemment important. Répondre aux appels d'offres, c'est souvent évidemment être en lien avec des outils internes, que ce soit CRM, ERP,
des ERP spécifiques au BTP. Bon, Christophe connaît bien. Il y a de l'Excel aussi chez certains. Il y a de l'Excel également. C'est le premier logiciel C'est le premier logiciel utilisé par les entreprises. Non, cette démarche, oui, je pense qu'elle est importante. Nous, on l'a au niveau Spigao au sein du groupe Intesia. Mais je pense que c'est fondamental parce que fournir de la donnée et vous la mettre dans un système d'information et de dire c'est bien, c'est une première étape. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, chaque entreprise a son logiciel de CRM, son logiciel d'études de chiffrage, son ERP financier. Et à un moment, l'étape d'après, et qu'on est en train de voir nous avec l'ensemble de nos clients, c'est que cette donnée, c'est bien, mais si elle est intégrée dans mon système d'information et si je peux éviter l'ensemble des ressaisies, là, j'ai vraiment de la donnée à valeur ajoutée que je peux exploiter directement, que ce soit à mon niveau, au niveau de la réponse de l'appel d'offres, mais également à l'ensemble de la société et de la direction qui a toutes les informations pour piloter ceci. On voit sur le slide qui est sous les yeux que donc il y a des connexions évidentes, simples avec l'ensemble des CRM du marché. C'est le cas ? L'ensemble des CRM du marché sur lesquels on peut récupérer, on va dire, toutes les données des affaires d'appel d'offres, c'est-à-dire l'objet du marché, la date limite de réponse des appels d'offres. Donc l'objectif, c'est de récupérer cette première partie d'information, de syrétiser ceci, de façon à pouvoir, entre guillemets, faire des stats à l'intérieur justement de mon CRM et que par la suite, je puisse me poser la question de la même façon que quand je vais identifier un appel d'offres qui va arriver, dire « Ok, cet appel d'offres peut m'intéresser, mais si dans ma CRM, je vois que cet appel d'offres, mon concurrent l'a gagné les 10 dernières fois, peut-être que je vais l'aborder différemment ou sous un autre angle. » Donc c'est être capable justement d'utiliser la puissance de ces données de façon à pouvoir avoir des stratégies différentes d'interaction par rapport à ça. Et puis tracer l'ensemble de l'historique de la relation commerciale, c'est évidemment le grand intérêt des CRM notamment, mais pas que. Alors, Florence, peut-être préparer un dossier type de réponse. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors, la première des choses que j'entends de la part des entreprises, c'est que répondre à un marché prend beaucoup de temps. Alors, effectivement, répondre à un marché prend beaucoup de temps lorsqu'on n'est pas organisé. Je dirais que marché public rime avec rigueur et pugnacité. Voilà, ce sont les deux termes du marché public. Rigueur, pourquoi ? Parce que si on s'organise bien, au moment de répondre, on va gagner 50% du temps. Donc, ce que moi je préconise, c'est de créer un dossier type de référence dans lequel on stocke, donc on crée une bibliothèque partagée, par exemple, dans laquelle on stocke tous les éléments, tous les documents qui vont être nécessaires à la réponse. Aussi bien le mémoire technique qui maintenant est la pièce maîtresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, des marchés. Donc on rédige un mémoire technique type. C'est un document qui fait entre 30 et 70 pages en fonction des activités, en fonction des marchés auxquels on répond. Ce dossier, donc ce mémoire type, sera adapté à chaque marché auquel on répondra. Ensuite, on stocke aussi tous les éléments qui sont nécessaires à une candidature, comme par exemple le CV des intervenants, le CABIS, les assurances, les qualifications, les certifications. Et surtout, on stocke aussi tous les dossiers des partenaires avec qui on peut répondre, comme les sous-traitants ou les entreprises avec qui on va répondre en groupement. Une fois qu'on a créé ce dossier, eh bien, on est prêt à répondre. Et donc, au moment de la réponse, on ne court pas partout pour trouver le document, on n'appelle pas 10 personnes pour savoir qui fait quoi, on est organisé. Et là, la réponse se fait dans la sérénité. On l'espère. Merci Florence. Alors évidemment, pour répondre, il faut là aussi, l'étape juste d'avant, pouvoir décrypter les fameux dossiers de consultation pour regarder dans le détail la cohérence de ces dossiers de consultation, peut-être y voir parfois des influences très fortes, et peut-être parfois de se dire que c'est peut-être pas la peine d'y aller. Donc ça sert à ça, décrypter le DCE. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Dans le DCE, vous allez retrouver tous les documents qui vont vous donner les informations nécessaires à votre offre.
Dans ce DCE, vous avez un document stratégique qui est le règlement de consultation qui vous explique la méthodologie de réponse. Et c'est aussi dans ce document que vous allez trouver les critères de sélection. Alors bien évidemment, si vos critères de sélection sont 80% votre offre financière et 20% l'offre technique, il faut aussi se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait qu'un acheteur a décidé de se positionner uniquement sur le prix ? Vous allez aussi trouver dans ce document les moyens de signer vos documents, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'une signature électronique ou pas ? C'est-à-dire que si vous n'en possédez pas, eh bien, ce n'est pas la peine de répondre parce que de toute façon, vous ne pourrez pas déposer votre offre sur le profil d'acheteur. Donc ça permet aussi d'anticiper et de commander une clé de signature. Vous avez également les documents de prix qui donnent beaucoup d'informations sur ce qui va être chiffré. Si vous avez une prestation supplémentaire qui n'est pas listée dans le bordereau de prix, vous saurez que vous ne pourrez pas être rémunéré sur cette prestation-là. Donc, ce document est aussi à étudier. Vous avez donc le CCTP qui donne toutes les caractéristiques techniques et les besoins du maître d'ouvrage, et le cahier, le CCAP, le cahier administratif, qui vous donne les renseignements sur, par exemple, les clauses d'insertion ou la reprise de personnel et le déroulement administratif de votre contrat. À la lecture de ces 4 documents, vous pouvez décider ou pas de vous positionner sur ce marché, et il faut bien penser à lire entre les lignes. C'est ce que disait Yann. Quelquefois, on découvre que le marché est un petit peu orienté, ne serait-ce que dans le bordereau de prix, on vous demande des spécificités très précises. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Alors, c'est vrai que si on s'est positionné en amont, eh bien tout ça, on a pu être acteur. Si on ne s'est pas positionné en amont, eh bien on subit le marché. Et là, on se dit, est-ce que je réponds ou pas ? Ok, on avance sur donc la suite, évidemment, à la fois le fond et la forme sur ce fameux mémoire technique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comment s'y prendre pour faire un mémoire technique opérant et performant ? Donc maintenant, le mémoire technique est souvent la pièce maîtresse de votre marché. Surtout si les critères de pondération sont à 60% la qualité et le technique, c'est votre mémoire technique qui va faire la différence. Donc votre mémoire technique, il faut qu'il ait la forme, c'est-à-dire qu'il séduise l'acheteur pour qu'il ait envie de lire votre offre. Si vous remettez un torchon, c'est bien évident qu'il aura moins envie de lire ce que vous allez lui proposer que s'il est attiré déjà par la mise en page. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il ne faut pas que la coquille soit vide. Donc c'est important que le contenu soit là. Il faut savoir qu'un acheteur public doit, en 5 secondes, comprendre ce qui est indiqué sur une page. Donc, il faut privilégier les images, les histogrammes, les process. Il faut que votre mémoire soit aérée. Si vous ne mettez que du texte, il est bien évident qu'un acheteur qui a 30 offres va devoir lire 30 mémoires techniques. S'il doit lire 60 pages que de texte, je peux vous assurer qu'il va partir à la lecture de votre mémoire avec déjà une idée préconçue. Donc, c'est important aussi que le contenu soit percutant. Un peu comme dans le marketing, je dois mettre du texte qui fait match. Ensuite, le fond, il faut vraiment décrire ce que vous allez proposer. Ce qui vous paraît évident ne l'est pas forcément pour l'acheteur. Donc, par exemple, je donne un exemple qui est tout bête. J'ai des entreprises qui ont des agences qui ne mettent pas les horaires d'ouverture. Ou ils ont un service de SAV. Il n'y a ni le numéro de téléphone, ni l'adresse mail du SAV, ni les heures d'ouverture du SAV. Ce sont des petits détails qui vont faire la différence à la fin. C'est-à-dire que si vous obtenez une note technique qui est au maximum, cela vous permet aussi d'avoir une offre financière peut-être un peu plus chère, donc avoir une meilleure marge, mais de remporter le marché. Si votre note technique est très mauvaise, vous êtes obligé d'avoir un prix très agressif. Donc vraiment, le mémoire technique, c'est la pièce maîtresse maintenant des appels d'offres. On poursuit un autre élément important aussi de réponse. Alors,
là, on le dit souvent d'ailleurs aux commerciaux qui font des propositions. Moi, je suis souvent un petit peu surpris. Il manque un élément important qu'on peut appeler synthèse du besoin identifié, rappel du contexte. C'est de savoir, c'est d'affirmer auprès de notre client qu'on a compris son contexte, sa situation, ses besoins. Et il faut donc l'intégrer dans toutes les propositions commerciales, mais aussi sur les marchés publics. Ouais. Florence. Alors, moi, j'ai constaté que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand un acheteur a 30 offres à lire, s'il ouvre votre mémoire technique et que dès les premières pages, il a compris ce qu'il allait découvrir dans le mémoire, il va avoir une vision positive de votre offre. C'est-à-dire que si vous lui expliquez que vous avez compris le contexte et le besoin, et qu'en une page, vous synthétisez votre offre avec votre valeur ajoutée, et qu'il est déjà séduit, il va lire votre dossier avec une vision positive. Que s'il ouvre directement votre dossier de mémoire technique dans le sommaire, il se dit, il va falloir que je lise les 60 pages pour comprendre ce qu'ils vont me proposer. Donc cette petite, comment dirais-je, particularité peut faire la différence aussi derrière sur votre offre. Ok, alors on l'a dit tout à l'heure aussi, évidemment, dans toute démarche commerciale, il faut évidemment mesurer ses performances, suivre un petit peu les ratios, avoir un petit peu une idée précise de retour sur investissement, parce que c'est évidemment un investissement, temps et humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Christophe, si on analysait ses performances ? Si on est dans la continuité justement de ce qu'évoque Florence, c'est de pouvoir justement faire un état des lieux, justement de chacune des réponses que l'on a effectuées, de les consolider, de les synthétiser, pas seulement, je dirais, se focaliser sur les appels d'offres que l'on a gagnés et tout ça, mais également se focaliser sur les appels d'offres que l'on a perdus. Et pourquoi on les a perdus ? Comment on les a perdus ? Qui les a gagnés ? Et savoir être juste, même vis-à-vis de nous, en disant on l'a perdu parce qu'on n'a pas été bon. Et également de façon à pouvoir définir justement ces prochaines actions que l'on mettra en place par rapport à ça, que ce soit par rapport au client, que ce soit par rapport à l'offre, que ce soit par rapport à toutes ces choses derrière. Et là, Christophe, est-ce qu'il est facile de se retourner vers une collectivité, une commune, pour lui demander un petit peu pourquoi on n'a pas été sélectionné ? Est-ce qu'ils répondent facilement ? Est-ce qu'ils vous reçoivent pour expliquer Alors, les choses ou comme on justifier ? l'évoquait tout à l'heure, où justement chaque collectivité peut vous recevoir, vous pouvez, par simple lettre, demander à chaque collectivité pourquoi justement, entre guillemets, vous n'avez pas eu l'appel d'offres. Et à ce moment-là, il y a une réponse qui vous dit justement quelle société a eu l'appel d'offres par rapport à ça. Donc on peut écrire à chaque collectivité de façon à pouvoir obtenir une réponse et savoir qui a eu l'appel d'offres et à combien. Alors, il faut demander le rapport d'analyse des offres, le RAO. Cela concerne les appels d'offres, pas les procédures adaptées. Dans ce RAO, vous avez chaque point noté. Exactement. On vous explique quelle a été votre note, on vous indique votre note et on vous explique ce qui manquait dans votre offre. Donc le RAO est à demander par lettre recommandée et ils ont 15 jours pour vous répondre. Et ils le font. Et c'est vraiment un document extrêmement important pour faire progresser votre offre. C'est souvent omis par les entreprises. Absolument. Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander un rendez-vous avec l'acheteur. Exactement. Pour débriefer de votre offre. C'est vraiment capital. Ça permet de se positionner sur le renouvellement de marché avec les bonnes réponses et de l'obtenir. Moi, j'ai plusieurs cas comme ça où les entreprises ne l'ont pas eu et 3 ans après, ils ont soumissionné, ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient amélioré leur offre en fonction des éléments qu'avait donné l'acheteur. Donc effectivement, bien analyser ses échecs par rapport à ça et ne pas hésiter à effectivement se rapprocher de la collectivité, du maître d'ouvrage. Quand on a, évidemment, on en parlait, je crois que c'est toi Florence, quand on a remporté l'appel d'offres, alors il s'agit après bien sûr de déployer la prestation. Alors, souvent, quand on a le marché, les entreprises se disent ça y est, c'est fini, tout va bien.
Je pense que c'est là que le marché commence. J'ai beaucoup d'acheteurs qui me disent, une fois que les sociétés ont eu leur marché, je ne les vois plus. Je ne vois plus les commerciaux, personne n'organise de réunion avec moi. Donc c'est vraiment très important de mettre en place un bon déploiement, un suivi du marché, justement pour qu'au moment du renouvellement, la collectivité ait envie de refaire travailler la même entreprise, ce qui est possible. Hein. C'est pas parce que le marché est renouvelé qu'ils vont changer de prestataire. Donc le déploiement est vraiment une phase extrêmement importante. Phase commerciale également. Oui. Donc quand on l'a, il y a des choses à faire. Et quand on ne l'a pas, il y a aussi des choses à faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire analyser l'échec. C'est avec l'analyse de son échec qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est ce que je dis beaucoup aux entreprises. Un premier mémoire technique de référence, au bout d'1 an, il a complètement changé. Parce qu'à chaque marché, on s'étoffe, on obtient des renseignements que l'on intègre dans son futur dossier. C'est vraiment important d'en tirer les conséquences et de faire une analyse à chaque fois que l'on se positionne sur un marché public. Et pour donc, tu le disais, pour la mise en route, évidemment, bien soigner cette mise en route, caler une réunion de lancement et toutes les actions planifiées, y compris avec les services internes de l'entreprise. Alors, il ne faut pas hésiter à solliciter l'acheteur public, même s'ils n'ont pas prévu d'organiser de réunion. Il faut faire vraiment une réunion de démarrage. Et il faut faire aussi une réunion de démarrage en interne, c'est-à-dire tous les services qui sont impactés par ce nouvel appel d'offres, il faut qu'ils aient les éléments nécessaires pour le mettre en œuvre correctement. Je cite souvent un exemple, quand dans un marché de fourniture, si on double la vente d'un produit, il faut que l'approvisionnement soit au courant pour justement approvisionner et ne pas être en rupture de stock. Donc c'est vraiment, toutes les parties prenantes doivent être intégrées dans cet appel d'offres et il faut vraiment que les entreprises mettre en œuvre une action, mais globale, de tous les services de la société. OK pour cette consultation, après consultation. Alors évidemment, un des sujets importants, alors, qui me tient à cœur, mais comme mes camarades, évidemment, la formation commerciale, la montée en compétence de l'ensemble des collaborateurs sur ce sujet. Bon, je pense qu'il faut effectivement un moment, même si les artisans peuvent répondre, sortir de forme d'artisanat dans la réponse et professionnaliser. Ça passe forcément, Florence et Christophe, par de la formation ? Alors, si l'on veut faire seul, c'est évident qu'on est obligé de se former. Si on apprend seul, on est opérationnel au bout de 2 ans. Donc, on a perdu 2 ans. Lorsqu'on se forme et qu'on fait seul ensuite, je pense qu'entre 3 et 6 mois est la période nécessaire pour être opérationnel. Mais on n'est pas obligé de se former. Mais c'est bien de se former. C'est fondamental parce qu'on a évoqué, par rapport aux bonnes pratiques, on a évoqué des produits, des services, des données, des méthodes, des process. Mais je pense que le facteur important et le point commun à tout ça, c'est vraiment les équipes en interne. Et si justement si les chefs d'entreprise oublient cette partie-là, ce sera un échec. Donc il faut faire monter en compétence l'ensemble des équipes en interne de façon à ce qu'elles montent, je dirais, sur une nouvelle dimension, que ce soit vis-à-vis de la commande publique, soit les process commerciaux, de façon à avoir vraiment des personnes efficaces par rapport à tout ce que l'on a évoqué. Donc c'est vraiment pour moi une composante essentielle. Et je pense que les formations externes sont tout aussi importantes que les formations internes. Surtout que l'approche commerciale dans le marché public est très différente de l'approche commerciale dans le privé. Un acheteur public n'est pas un acheteur privé. Et il faut connaître les codes. Alors, on peut apprendre seul, c'est certain, mais le temps, c'est de l'argent. Et le temps qu'on va perdre à se former seul, c'est du business en moins, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, la formation, surtout sur la démarche commerciale, elle est vraiment capitale. Et d'autant plus qu'on a souvent quand même sur ces marchés, dans des entreprises
techniques ou industriels, des profils plutôt techniques, chargés d'affaires, chefs de projet, qui ne sont pas forcément de culture commerciale, mais plutôt fondamentalement de culture technique, qui peuvent là avoir besoin là aussi d'être aidés. Parce qu'on parlait, ça nous paraissait simple, mais de prendre son téléphone et d'appeler un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre pour l'appeler, solliciter un rendez-vous. Déjà pour certains, ça fait gloups là. On ne parle pas après de la conduite d'un entretien aussi. Effectivement, de savoir ce que je peux faire, quel est finalement mon objectif, comment prescrire. Il y a un gros Ce qui est sujet autorisé de prescription. par la loi. Autorisé. Par le Code des marchés publics, absolument. Tout à fait. Est-ce qu'on peut juste détailler d'un mot ce qu'on met derrière, je pense notamment aux industriels du bâtiment, la démarche de prescription? Ça parle? Ça veut dire quoi? Prescrire un produit pour un industriel? Prescrire un produit pour un industriel, c'est... il faut savoir qu'en tant qu'industriel, sur certaines typologies de marché, on parlait des industriels de la peinture ou tout autre, à un moment, vous n'allez pas répondre à l'appel d'offres. Seulement si vous voulez que justement vos produits soient mis en exergue. Plus que vos produits, je pense que maintenant, il y a cette vraie démarche d'innovation avec même l'ensemble des entreprises qui ont même des produits, on va dire, responsables par rapport et donc les faire connaître de façon à ce qu'ils puissent être intégrés dans les cahiers des charges afin que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre puisse les mettre en avant, ça fait partie de ces démarches. Donc ça veut dire, comme le disait Florence, les contacter, prendre rendez-vous avec eux, pas faire, leur montrer le produit, l'intérêt du produit et pas que le produit en lui-même, mais tout l'impact que ça peut amener justement par rapport à ça. Et ça, c'est une vraie démarche commerciale, ce que tu décris, Christophe. Aller voir maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, bien en amont des projets, et proposer ou imposer en quelque sorte un peu les points techniques de son offre ou de son produit. C'est un vrai travail commercial. C'est un vrai travail commercial, tout à fait. pas simplement d'aller présenter un catalogue, là. Exactement. Donc on est d'accord. C'est là où, justement, comme on dit, il y a des codes, il y a des façons d'aller présenter ceci. Et je reviens parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent dire « mais c'est un vrai travail supplémentaire ». Non, et aujourd'hui, tout va très vite. Je pense que ce soit les maîtres d'ouvrage, les architectes et les maîtres d'œuvre sont ouverts à ça parce que justement, on a Internet, on a de l'information, mais à un moment, si on veut faire un choix, il nous faut des gens qui mettent en avant justement le savoir-faire de certains produits. Et non pas avoir une ribambelle de produits et de services sans connaître réellement l'efficacité. De plus, avec le Covid, il y a des directives quand même de l'État qui demandent aux acheteurs de renouveler leur portefeuille fournisseur, de faire du benchmark ou du sourcing, justement pour renouveler ce portefeuille. Et donc, les acheteurs sont vraiment enclins à découvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles pratiques. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter pour faire connaître votre société, ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter. Ils sont actuellement à l'écoute et en attente. Donc, c'est vraiment une période propice là, à la prospection et à la découverte de nouveaux fournisseurs. Il y a aussi une possibilité de se faire référencer sur les profils d'acheteurs sur les plateformes. Ça, tu peux le proposer aussi. Donc, un acheteur qui a besoin d'un fournisseur, qui ne l'a pas dans son portefeuille, il va se connecter à la plateforme et voir s'il y a des entreprises qui se sont référencées pour pouvoir les contacter. Ça peut fonctionner pour les marchés, pour les besoins qui sont en dessous des 40 000 euros. Là, il n'y a pas besoin de passer une procédure et l'acheteur peut prendre contact directement avec l'entreprise en disant, voilà, j'ai ce besoin-là, est-ce que vous pouvez y répondre? Donc, il y a vraiment cette démarche, elle est très importante pour développer le business, mais elle est aussi importante pour augmenter votre taux de transformation. C'est ce que je disais en introduction. Si vous êtes derrière votre ordinateur, vous serez entre 10 et 20 de taux de réussite. À partir du moment où l'acheteur vous connaît ou vous a déjà testé, parce que lorsque vous allez en entretien avec lui, vous pouvez lui proposer de vous tester sur une prestation, une petite prestation par exemple. L'acheteur, une fois qu'il vous aura connu et qu'il sera convaincu que vous êtes le fournisseur qu'il vous faut,
eh bien, vos chances de remporter le marché, il est supérieur à 50%. Donc, ce n'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement pour transformer derrière. Donc, important de bien monter en compétences, de se former. Dans les entreprises aussi, maintenir effectivement ce niveau, augmenter sans cesse, avoir cette dynamique de progression aussi en interne. On peut s'aider évidemment de prestataires externes, mais aussi en interne, il y a souvent d'ailleurs des référents, des gens sur lesquels on va s'appuyer, qui vont être des piliers pour transférer ou transmettre ce savoir-faire en interne. Important. Juste, on en parlait, sur les marchés publics, Florence en parlait, au moins trois types de procédures bien particulières. Le gré à gré, qui là nécessite éventuellement 3 offres de la part d'un public, globalement moins de 40 000 euros. C'est-à-dire si vous avez des prestations à moins de 40 000 euros, vous pouvez là non pas partir dans des procédures d'appel d'offres, mais vraiment de gré à gré, 3 devis et la collectivité choisie. Donc ça c'est la première formule, il ne faut pas l'oublier. Alors les 3 devis ne sont pas obligatoires. Et les Ils 3 devis sont conseillés, mais pas obligatoires. Surtout en période Covid où ça accélère. Conseiller, pas obligatoire. Ta remarque, Florence, de ne serait-ce que se faire référencer dans les portails acheteurs, je veux dire, l'action numéro 1 de façon à pouvoir, si justement les entreprises sont intéressées par des petits contrats, justement. Petits contrats, alors jusqu'à 40 000 euros. Ou une multiplicité de contrats. Voilà, c'est peut-être une multiplicité. Contrat de 40 000 euros à l'année, c'est quand même pas neutre. Ça, c'est le gré à gré. Deuxième, tu en parlais Florence, deuxième seuil, type de procédure, c'est les MAPA, les fameuses, donc les marchés à procédure adaptée. Ils sont plus allégés, qui correspondent à certains seuils, en fonction des marchés et des maîtres d'ouvrage. On va peut-être pas rentrer dans le détail, parce que c'est un petit peu... évidemment un peu long et un peu précis. Et puis, le troisième procédure, c'est donc là l'appel d'offres, là aussi, qui se déclenche à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Selon qu'on est dans les travaux ou les services, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc il y a quand même trois types de procédures et de consultation. Ok. Alors, on arrive à un petit peu la fin, avant de prendre peut-être des questions. Alors, en synthèse, alors évidemment, je crois qu'on va, c'est le premier message, ne pas laisser au hasard nos succès commerciaux, mais évidemment, vous l'avez compris, ça se construit. On doit s'outiller, on doit se former, on doit être performant. Donc, c'est tout sauf le hasard. Évidemment, et on le dit, ça c'est un beau message à l'ensemble d'ailleurs des commerciaux, mais soyez acteurs, pilotez votre développement commercial. Et là, pour les marchés publics, ne subissez pas, donc ne répondez pas simplement aux appels d'offres, mais soyez évidemment le plus en amont possible et faites des démarches commerciales, surtout. Et puis, bien sûr, ça va tout ça avoir une conséquence à la fois sur votre chiffre d'affaires et vos marges. Et on pourra, et c'est évidemment important, mesurer son retour sur investissement, le fameux ROI, et continuer donc à progresser. On prend les questions peut-être, Maxime ? Oui, en effet. Alors, on a une question de Carole qui nous demande « Qu'est-on en droit d'obtenir concrètement de l'acheteur public en termes d'informations sur le choix du prestataire retenu ?» Alors, ça dépend de la procédure. Si on est en procédure adaptée, l'acheteur public nous donne les informations qu'il souhaite. Il n'y a rien à poser. En appel d'offres, il est obligé. Alors, en procédure adaptée, c'est vous qui devez faire la demande. En appel d'offres, vous recevez forcément un courrier qui vous indique le prestataire retenu, généralement le montant du marché signé avec lui. Et c'est à ce moment-là que vous faites votre demande de RAO. Moi, je conseille systématiquement, quand on a répondu à un marché et que l'on ne l'a pas obtenu, de prendre un rendez-vous avec l'acheteur. C'est semer pour récolter plus tard. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Mais c'est important d'avoir une relation commerciale avec l'acheteur. Il faut qu'il vous connaisse. Même si vous n'avez pas obtenu le marché, il faut vous déplacer. D'accord, merci Florence.
C'est pour moi la seule question que j'ai reçue. Yann, je crois Alors- qu'il y en a reçu d'autres en parallèle. Oui, alors, Florence en parlait, il y a évidemment souvent des questions qui reviennent sur la partie dématérialisation. On a des plateformes dématérialisées de détection et de réponse. C'est un sujet qui a été initié, à mon sens au moins, il y a une bonne dizaine d'années, qui a souvent été repoussé, cette obligation de dématérialiser les appels d'offres. Alors, où en est-on ? Est-ce qu'il y a une vraie réalité aujourd'hui de la dématérialisation ou est-ce que finalement c'est l'Arlésienne ? Florence ? Alors, je vais dire qu'il y a les deux. Alors, la réponse dématérialisée, c'est acté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune le choix. remise papier. Ça, c'est maintenant, c'est certain, depuis le 1er octobre 2018. Maintenant, ce qui fluctue, c'est la signature électronique. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, c'est à l'acheteur de décider s'il souhaite que le marché soit signé électroniquement ou pas. S'il impose la signature électronique et que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas déposer d'offre. Il faut savoir, pour obtenir une signature électronique, surtout dans le contexte actuel, c'est entre 15 jours et 3 semaines, puisqu'il faut aller se déplacer en personne. La clé, elle est attribuée à une personne en nom propre, et cette personne doit se déplacer. Donc, ça peut être effectivement un problème si vous n'avez pas de signature. Maintenant, beaucoup de marchés sont signés encore manuellement, c'est-à-dire qu'on réimprime l'attribut et on le fait signer à l'attributaire. C'est à la décision de l'acheteur. Ok, merci pour cette réponse. Alors, on en a parlé. Est-ce que, et je pense qu'il y a peut-être des TPE, PME qui nous écoutent, est-ce que si je suis TPE, PME, je suis favorisé par rapport, je pense notamment aux grandes entreprises ou très grosses entreprises ? Est-ce qu'il y a une prime à la TPE, PME ? Une prime, je dirais pas, mais par rapport à ce qu'on a évoqué, je pense qu'il y a un vrai élan, justement, de façon à favoriser les TPE, PME. Il y a des consignes. Voilà, il y a des consignes, que ce soit via l'allotissement. Donc, je pense que le gré à gré qui augmente aussi un peu en termes de seuil. Donc, à un moment, je pense que faut que les entreprises prennent conscience de ça, enlever, on dirait, ce petit plafond de verre, de dire c'est réservé aux gros, être acteur, y aller. Et je pense qu'au contraire, même en termes de charges, les entreprises ont tout intérêt à aller très rapidement parce que je pense qu'elles peuvent, si elles répondent aux appels d'offres, se rendre compte qu'elles concurrencent très rapidement les grosses entreprises. Les acheteurs sont très intéressés par les méthodes de travail des PME, PMI, contrairement aux grands groupes, parce qu'il y a un lien humain qu'ils n'ont pas dans les très grosses structures. C'est important, même dans notre monde dématérialisé, c'est important que l'acheteur public ait un interlocuteur dédié. Et il trouve beaucoup plus facilement cela dans des petites entreprises que dans des grands groupes où l'information se noie, où il a un retour beaucoup plus compliqué. On terminera peut-être aussi par, c'est un petit peu dans l'air du temps, là, on parle beaucoup évidemment de Made in France. Je pense là aussi avoir entendu des consignes de choix prioritaires d'entreprises françaises par rapport à des sociétés étrangères sur ces réponses appel d'offres, parce qu'on a évidemment souvent en tête, parfois sur des gros marchés, des entreprises étrangères qui viennent et qui remportent des marchés. C'est parfois un petit peu choquant. C'est en train de changer, ça ? Ça, c'est en train de changer. On en parlait, Bruno Le Maire, on avait parlé en incitant justement chacune des collectivités à essayer de privilégier les entreprises locales. D'un point de vue, on parlait tout à l'heure du règlement de consultation. On voit apparaître des petites choses, notamment par exemple sur des visites de chantier qui sont obligatoires. Donc c'est sûr que si vous êtes une entreprise qui a plus de 400 km, forcément la visite de chantier, vous n'allez pas y aller. Donc c'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, vont essayer de mettre en avant ce privilège local et régional. Bien, écoutez, merci. On a essayé de vous donner un maximum de clés pour effectivement vous donner envie d'aller, pour ceux qui n'y sont pas, sur les marchés publics et optimiser la démarche pour ceux qui y sont, et notamment cette démarche commerciale en amont. On est évidemment à votre disposition, donc Christophe Rosin et Florence Revol, à votre disposition pour poursuivre évidemment après cette conférence
et répondre à vos questions. Merci à vous et bon appétit. Merci Yann. Merci. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.